Alors bonjour, ici Martine Lacasse. Je suis heureuse d'avoir cette entrevue-là avec Alexandre Nadeau que je vous présente à l'instant. Alors bonjour Alexandre. Bonjour. Alors toi tu dis que tu es chercheur de développement personnel. C'est en quoi ça consiste au juste? En fait, moi, ma recherche comprend tout l'être humain parce qu'il y a les perceptions, il y a les émotions, les pensées, les croyances, le corps physique qui fait partie de l'expérience humaine, tout ça. Puis, euh, tous les aspects m'intéressent parce que si on en laisse un de côté, c'est incomplet comme système ou comme recherche. Fait que c'est vraiment ça. Je suis intéressé à la biochimie, la biologie, la structure musculaire, autant que les états de conscience, etc. Puis je dirais que ma spécialité depuis 11 ans, c'est les états de conscience parce que ça a tendance à changer tous les aspects en même temps d'un coup. OK. Puis tu veux nous parler un peu de ton parcours parce que ça. Est-ce que tu es né dans une famille, toi, qui t'incitait déjà à aller vers ce chemin-là? Non, non, vraiment pas. Je viens de Sainte-Mélanie, qui est un petit village dans la Naudière, que je sais pas combien d'habitants à l'époque, peut-être 1000 ou j'ai aucune idée, là, 1500. Puis c'est vraiment pas. En fait, le développement personnel, à l'époque, j'ai pas l'impression qu'il existait parce que personne n'en a jamais parlé autour de moi. Fait que pas du tout. C'était une famille agricole. On avait des fermes de tabac. Fait qu'on cultivait le tabac dans les champs, etc. On avait des chevaux. Fait que c'est vraiment la vie de campagne euh, telle qu'elle, avec pas vraiment de livres de développement Non, personnel la qui traînaient. bibliothèque n'était pas déjà remplie de ces gens. Non, il n'y avait pas de livres. Je me rappelle pas qu'il y avait beaucoup de livres dans la maison, en fait. OK. Fait que c'était pas ça. C'est pas ma famille qui stimulait ça vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça t'interpelle? En gros, je sais plus l'âge exact, mais quelque part à l'adolescence, je me cherchais, puis tu sais, vu que je savais pas ce que je voulais être ou ce que je voulais faire, ça générait une sorte de souffrance que je me sentais à ma place nulle part. Puis je pense que j'ai emprunté mon premier livre de développement personnel à 15 ans dans la bibliothèque de l'école secondaire, qui était peut-être le seul livre de développement personnel qu'il y avait. J'ai lu ça, puis là ça parlait d'aura, puis plein d'affaires qui n'existaient pas dans ma réalité ou dans ma famille. Fait que j'ai refermé le livre, puis à un moment donné, 2 ans plus tard, là, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont prêté des livres, puis là ça a commencé tranquillement. Mais la stimulation, c'était vraiment que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, je savais juste que je voulais pas vivre la vie que je vivais. OK. Fait que la souffrance de vivre une vie qui me convenait pas m'a comme poussé à chercher des réponses. Fait que déjà, avant 20 ans, toi, tu avais ce questionnement-là. Ouais, je pense que c'est dû au fait que j'ai commencé à travailler à l'âge de 8 9 ans, euh, ça, au tabac, là, cultiver le tabac. Puis j'avais comme la notion que si la vie c'est juste de se lever le matin, travailler, arriver le soir, être fatigué, écouter la télévision, c'était comme pas intéressant. Fait que c'est cette question-là de est-ce que c'est juste ça la vie qui m'a emmené à chercher autre chose comme possibilité que juste travailler, être fatigué, travailler, être fatigué, puis se reposer la fin de semaine, puis mourir après la retraite, là, ce qui était le modèle familial. Fait que toi, tu trouvais que ça n'avait pas de sens. Tu t'es dit, il doit bien y avoir autre chose que ça. Ouais, je savais pas s'il y avait autre chose, mais vu que j'étais désespéré de trouver autre chose, j'ai quand même cherché, mais vu que toute la réalité dans laquelle je baignais, il n'y avait pas autre chose, tu sais, il n'existait pas d'autres possibilités, je pouvais pas croire qu'il y en avait une parce que T'avais-tu c'était. un modèle, peut-être, si c'était pas dans ta famille? Ouais, à quelque part au milieu du secondaire, justement vers 15 ans, j'ai un professeur de géographie qui des fois faisait des petites méditations sur l'heure du dîner ou même dans son cours une fois, que je parlais avec lui, puis j'ai des parents d'un de mes amis, un de mes bons amis qui lisait beaucoup de livres de développement personnel, euh, qui ont fourni un peu, mais ce qui s'est passé le plus, c'est que j'achetais des magazines que je pense qui n'existent plus présentement. Puis j'ai vu une annonce pour un cours de PNL, puis je suis allé faire le cours de base. Puis avant ça, je pense que j'avais lu 2 3 livres de PNL. Fait que ça a été plus de vivre la formation qui m'a aidé parce que là, j'ai vu d'autres personnes. C'était à Montréal, c'était pas à Sainte-Mélanie. J'étais en ville, etc. Puis ça m'a prouvé qu'on pouvait produire des changements. C'était pas. Je veux dire, ça n'a pas tout changé ma vie d'un coup, mais au moins ça m'a ouvert à la possibilité. Fait que c'était Ça a ça été là. quoi les premiers changements que tu as sentis pour activer ta motivation à continuer?
Ben bizarrement, c'est pas la formation comme telle, tu sais, c'était intéressant, mais comment je pourrais dire ça, c'était plus dans le format académique, comment la PNL est enseignée à cet endroit-là. Puis ben, l'académie, ça donne des connaissances, mais ça donne pas nécessairement des changements. Sauf que quand j'ai fait la formation de base, j'ai rencontré une autre personne qui avait le même âge que moi, 19 ans, on était les deux seuls jeunes. T'es pas populaire. Non, c'est ça, vraiment pas. Surtout deux gars de 19 ans. Puis lui, il avait des cassettes de Richard Bandler de cours. Puis là, il me les a prêtées ou enregistrées, je me rappelle plus. Puis j'ai écouté ça. Puis quand je me suis assis avec mon cahier puis mon crayon pour prendre des notes, j'ai écouté 1 heure puis j'ai pas été capable de rien écrire parce que sa façon de communiquer était tellement efficace et captivante que je vivais des changements en l'écoutant. Puis là, ben, je pouvais pas écrire des notes parce que j'étais juste pas capable. Fait que là, j'ai écouté les cassettes au complet. Puis moi puis cet ami-là, on est allé à Chicago faire un 3 jours avec Richard Bandler. Puis c'est là que ça a vraiment ouvert, que j'ai vécu des changements, mais que ça a vraiment ouvert, ok, c'est possible de changer, puis en 3 jours. OK. C'est ça qui m'a amené la preuve parce que je l'ai vécu. Puis ça n'a pas tout changé ma vie, mais les changements ou les expériences étaient assez percutantes au niveau du développement de mes perceptions. Puis de mes capacités pour que j'aie envie de continuer. Puis là, j'ai continué avec Richard Bandler pendant longtemps. OK. Tu sais, tu disais qu'adolescent, tu avais de la misère à trouver ta place. Quand tu as 19, 20 ans, début vingtaine, puis tu t'impliques à fond dans le développement personnel, c'est quoi la dynamique justement avec les autres jeunes de ton âge? Est-ce que tu trouves ta place à travers eux ou tu trouves ta place, en fait, j'attends un peu ta réponse à ce sujet-là, mais tu sais, les gens souvent veulent avoir leur place à travers le groupe, faire partie d'eux. Oui, ben avec mes amis, ça a bien été parce que j'étais quand même, dans leur esprit, j'étais déjà différent dans le sens que j'écoutais de la musique différente des autres parce que j'aime la guitare, fait que j'écoutais des guitaristes que personne connaissait, puis là dans mon auto, c'est ça qu'ils entendaient. Tu sais, je lisais des livres que personne lisait, fait que tu sais, il y avait déjà un petit peu, dans mon groupe d'amis, ils savaient que j'étais comme ça. Fait que ça, c'était correct, puis je dirais, côté, j'ai rendu ça le fun, ce que j'apprenais, parce qu'avec mes amis, exemple, à un moment donné, j'apprenais l'hypnose. Ben, j'allais d'un party, puis au lieu de dire, oh, on va faire de la thérapie, ben, je dis, ok, on prend un verre d'eau, puis je vais vous saouler avec de l'eau. Fait que moi, ça me permettait de pratiquer et de développer. Ouais, mais tu sais, je veux dire, 19, 20 ans, etc. Fait que moi, ça me prouvait que j'étais capable de le faire quand je réussissais. Fait que je développais mes compétences. Puis eux autres, ben, on faisait juste s'amuser. Là, c'était un autre jeu parmi tant d'autres dans un party. Là. Fait que ça a bien été parce que j'ai pas essayé j'ai pas pratiqué avec une mentalité de thérapeute, j'ai pratiqué avec la mentalité d'un jeune de 19 ans. Fait que ça a super bien été. Ma famille, ben là, eux autres, ils se demandaient, tu sais, ils avaient peur que je fasse rien dans la vie parce qu'ils comprenaient pas. Tu sais, je prenais l'avion, je payais plein d'argent pour aller sur 3 continents faire des formations, puis il n'y avait aucun revenu pour prouver que ça servait à quelque chose parce que c'était ça leur preuve. Il n'y avait pas un bien tangible non plus qu'on peut voir avec les yeux. Ouais, ben ça dépend du niveau de si on est observateur ou pas pour ceux qui me connaissaient, mais sauf que pour eux autres, c'était plus, tu sais, si ça rapporte rien, mais c'est pas nécessairement valable. Fait que c'est au niveau matériel, financier, c'est sûr qu'au début, ça les inquiétait plus qu'autre chose. Ben, mes amis, ça a super bien été. Puis toi, c'était quoi ton plus grand défi à l'époque? Ou est-ce que peut-être que l'opinion des autres avait de l'importance? Ben, c'est sûr que à l'époque, je vivais chez mes parents, puis là, ben, vu qu'ils se questionnaient, puis comment je pourrais dire ça, ils essayaient de me convaincre de faire un travail sécuritaire ou peu importe. C'est sûr que c'était un défi parce qu'il fallait toujours que j'utilise ma volonté pour maintenir ma direction. Fait que ça, c'était un défi, sauf qu'à un moment donné, j'ai déménagé, fait que là, j'avais plus ça. Mais non, moi, aussitôt que j'ai vécu des changements qui étaient clairs, qui étaient évidents, mesurables dans ma réalité, etc., ma motivation était assez intrinsèque. Si j'avais pas eu aucun changement, probablement que j'aurais arrêté après un certain temps parce que c'était vraiment dispendieux, surtout quand j'allais dans d'autres pays. Mais vu que les résultats étaient là, ma motivation était naturelle, basée sur les résultats et non pas sur
l'excitation. OK. Fait que Quelque c'était chose comme ça. solide. Fait qu'au fond, le fait que d'autres puissent vivre en fonction des autres, toi, c'est pas quelque chose, pas quelque chose qui t'habitait. Ben oui, pendant toute je dirais jusqu'à la mi-vingtaine, Mhm. sauf que en même temps, j'étais capable, quand j'étais tout seul, de clarifier ce que moi je voulais vraiment, puis m'en rappeler quand j'étais avec d'autres. Là. Mais oui, ça a pris un effort pendant des années et des années. Il fallait toujours que je me retire de l'influence des autres personnes, puis là, je prenne le temps de vérifier qu'est-ce que moi je veux vraiment. Puis là, après ça, ben, je pouvais travailler ou agir à partir de ce que je voulais vraiment. Donc oui, ça a pris, on va appeler ça un entraînement ou À rester dans ta traque, à rester Ouais, dans ta vie, ouais, dans puis ta tu sais, je tienne. déviais, là, des fois, je sais pas si j'étais, mettons, ma marge de crédit était bien basse, ben, je faisais un travail que j'aimais pas juste pour équilibrer les finances, fait que pendant ce temps-là, j'étais pas en train de faire du développement personnel, mais tu sais, ça faisait partie on va appeler ça payer l'épicerie, puis des petites choses comme ça. Mais en même temps, quand je travaillais, je savais que c'était juste pour pouvoir payer la prochaine formation et non pas pour faire ça toute ma vie. Fait que OK. j'étais comme capable d'être motivé dans le travail en sachant que c'était pour un but plus grand que juste travailler. Parce Fait que ça a aidé. Là. parce que c'est ça, pendant ces années-là, là, ça fait comme une quinzaine d'années à peu près, je pense 18. que tu parlais. Ouais. Bon, fait que pendant ces années-là d'évolution dans le développement personnel, tu n'étais pas dans un temple à quelque part retiré, tu sais, tu Non. faisais partie de la communauté, là, comme aujourd'hui, au fond. Là. Oui, ben en fait, même c'était plus. Comment je pourrais dire ça? C'était un petit peu plus drastique la transition parce que j'allais une semaine aux États-Unis. Je revenais, Internet était quand même pas aussi fort qu'aujourd'hui. Je pense que Facebook n'existait pas, etc. Fait que quand j'arrivais, j'avais ni support, ni modèle, ni gens avec qui pratiquer en dehors de mes amis, mais c'était pas le même genre de pratique. Tandis qu'aujourd'hui, si une personne décide de faire du développement personnel, ben, elle peut faire partie d'un forum, d'un groupe Facebook, elle peut avoir des partenaires de pratique que moi j'avais moins parce qu'il a fallu que je paye des longues distances. Dans le temps, les programmes de longue distance n'étaient pas super avantageux. C'était quoi tes astuces pour pouvoir, quand tu revenais dans le vrai monde? Là? Ouais, j'écoutais les cours de Richard Bandler dans mon auto tout le temps, puis je pratiquais, je me trouvais des cobayes. OK. Ça revenait à ça, sauf que je pouvais pas être la personne qui était guidée dans les exercices, c'était tout le temps moi qui guidais parce qu'il n'avait pas fait le cours. Puis vu que mes enseignants étaient anglophones, puis j'avais pas leur courriel, etc., ben, j'avais pas personne à qui poser mes questions non plus. Fait que c'était on va appeler ça autonome comme par obligation, comme façon de faire, mais en même temps, ça m'a rendu hyper autonome. Ça, c'est l'avantage. Dans ton livre, L'essence du bonheur, je vous le réfère fortement, je ne sais pas si vous le voyez bien. Tu parles une des premières personnes que tu parles, je pense que c'est un Suédois, Ouais. une personne très particulière. Tu disais, tu en as rencontré plusieurs personnes comme ça. Est-ce que tu les appelles des maîtres? Est-ce que tu des gourous? C'est comment? Ils ont Non. une appellation? Ouais, ben non, moi j'appelle presque toutes les personnes qui ont eu un impact dans ma vie des formateurs, parce que c'était ça qu'ils faisaient. Fait que il y a eu des chamans aussi et tout ça, mais c'était des formateurs dans le sens qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Il y avait une grande constance dans leurs résultats, fait que c'était plus des compétences. Parce que pour moi, un gourou, ça réfère un petit peu à une personne qui a un état de conscience extraordinaire, mais qui ne sait pas toujours comment faire pour le transmettre. Fait que quand on est dans la même pièce que cette personne-là, leur état de conscience nous affecte, ou leur présence nous élève, mais aussitôt qu'on n'est plus dans cet environnement-là, ça peut prendre 5 minutes, 1 heure ou 5 jours, l'effet disparaît. Tandis que pour moi, un formateur, il transmet ses compétences, puis comme c'est des compétences conscientes, ben, il peut nous montrer comment faire. Fait qu'on n'a pas besoin d'être toujours en sa présence pour vivre le progrès ou l'élévation. Fait que pour moi, la différence entre un gourou et un formateur, c'est la compétence consciente. Le formateur, il peut nous dire voici comment j'ai fait, nous le transmettre, nous faire des démonstrations. Un gourou, habituellement, il répond à nos questions. Quand il répond, on ressent que c'est la vérité, ou en tout cas qu'il est branché avec quelque chose de grand, mais en même temps, il ne peut pas nous dire comment faire pour vivre ce qu'il vit. Fait que ça, pour moi, c'est plus ce que j'appelle un gourou en termes de comment ça fonctionne. OK. Puis moi, ce que j'entends, il y a un mot qui me vient, c'est le mot pouvoir. Les gens qui assistent à des présentations de gourous, il y en a plus
C'est-tu plus sensible à donner leur pouvoir à cette personne-là, comme ils n'ont pas l'outil, tu sais, ils ne transmettent pas l'outil comme pour le développer, ça vient Ouais, ben c'est une réponse à deux niveaux. Les gens qui ont tendance à ce que je vais appeler être dépendants affectifs, ils peuvent l'être avec des gourous comme ils peuvent l'être avec leur conjoint. Fait que si on a une personnalité avec cette tendance-là, ça a des chances d'arriver. Si on est une personne hyper autonome et indépendante, même un gourou, à moins d'avoir des trucs de communication ou de manipulation hyper développés, pourrait pas prendre quelqu'un d'indépendant de personnalité puis OK. le rendre dépendant. Comme je dis, à moins d'avoir des trucs super. Il existe des groupes qu'on a entendu parler qui sont capables de faire ça, mais ils utilisent, tu sais, ils sont vraiment. Mais j'aime ça la nuance que tu apportes. Au fond, c'est à chacun aussi de se responsabiliser et de se regarder jusqu'où ils donnent leur pouvoir à leur formateur ou leur gourou, parce qu'ils pourraient le faire aussi. On peut le faire. Ben, en fait, les formateurs, même s'ils ne voudraient pas la dépendance des gens, les gens qui ont un profil de dépendance vont essayer de se rendre dépendant d'un formateur aussi. La seule différence, c'est si la formation dure 2 jours et est terminée, ben, on n'a plus vraiment de contact avec le formateur, à part peut-être sur Facebook ou peu importe, mais c'est difficile. Sauf que si le système c'est qu'il y a des communes puis tout le monde va vivre là, tout ça, ben là, c'est facile de maintenir une forme de dépendance parce qu'il y a un contact régulier. Fait que c'est sûr, ça dépend tout le temps comment le système est fait. OK. Dans tes formations, tu offres plusieurs techniques, une variété. Je suis en train de regarder ça dernièrement. Je me suis dit, OK, tu sais, est-ce que ces techniques-là, premièrement, tu les as appris toi, au fil des années? Est-ce qu'il y en a que ce que tu enseignes aujourd'hui, ce que je veux te dire en fait, est-ce qu'ils sont toutes présentes dans ton quotidien? Non, parce que si je décidais de donner une formation complète de tout ce que je sais, ça prendrait entre 75 et 100 jours de formation à donner. Ça, c'est juste la donnée. Fait que je peux pas utiliser 75 jours de technique en une journée. C'est juste impensable. Fait que moi, c'est plus ma priorité ou mon projet ou mon rêve du moment qui détermine quelle technique je fais. J'ai des techniques qui reviennent tout le temps, qui est ressentir mon essence, prendre des décisions avec mon essence. Toutes les techniques reliées aux états de conscience, je les utilise souvent. Puis il y a d'autres techniques, la créativité, ben, je l'utilise quand j'ai besoin de créer. Il y a des. C'est parce que pour moi, c'est pas juste des techniques, c'est des compétences. Fait qu'il y a des compétences, il y en a plein qui font partie de moi, puis que je pense pas, puis qui ressortent. À force de pratiquer, ça s'est intégré dans tes habitudes de vie. C'est ça, puis quand le contexte le demande, ça sort tout seul. La communication, c'est, je sais pas moi, je suis avec des amis, on est à un souper, puis il y a quelqu'un qui me dit ah, j'ai tel problème dans ma vie. Ben, des fois, pendant 5 minutes, je vais parler, puis la personne va vivre un changement de perception. Mais je suis pas concentré à faire une technique, c'est juste des compétences acquises comme conduire. J'ai pas besoin de réfléchir pour conduire. Okay. Puis c'est sûr, 18 ans de pratique, parce que dans les formations, je posais des questions aux autres participants, puis j'étais une des personnes qui pratiquait le plus en termes d'heures réelles passées à pratiquer. Fait que c'est sûr que ça s'intègre beaucoup plus que, mettons, les gens qui pratiquent juste dans la formation. Puis là, ils se passent 6 mois, puis ils pratiquent dans l'autre formation, mais c'est moins intégré, ils ont pratiqué une fois. Fait que c'est pas assez de répétition pour que ça soit automatique. Et que tu es en train de me dire que c'est pas une pilule magique. Non, il y a des techniques pour accélérer l'apprentissage, comme le génie emprunté que tu connais, puis etc. Ça accélère l'apprentissage. Ça n'enlève pas la nécessité de l'apprentissage, ça fait juste l'accélérer. Fait que si la technique accélère de 3 fois mon apprentissage, puis ça aurait pris 150 heures intégrer telle compétence, ben ça peut me prendre 50 heures. Ça veut dire 50 heures quand même de pratique, qui est plus que ce que beaucoup de gens font. Mais souvent, c'est ça, c'est ce que j'entends aussi. Les gens essaient quelques jours ou quelques fois, puis ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? Ben ça, il peut y avoir plein de raisons, parce que si la technique est faite pour régler, exemple, résoudre le stress ou changer une croyance, si elle ne fonctionne pas, soit que la personne ne maîtrise pas la technique dans le sens qu'elle a oublié une étape ou elle n'a pas fait telle qu'elle, ça peut expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Puis un autre aspect, c'est qu'il n'y a aucune technique qui a un taux de réussite de 100%. Fait que si la personne tombe dans le 15% ou le 20% des gens pour qui ça ne fonctionne pas, cette technique-là, elle devrait essayer d'autres familles de techniques, parce qu'il y a des techniques plus mentales, il y en a d'autres plus corporelles, il y en a d'autres qui sont plus énergétiques, émotionnelles, etc. Fait que l'idée, c'est
si la famille mentale ne fonctionne pas pour nous, on devrait essayer une autre famille. Émotionnelle, énergétique, état de conscience, perceptuel aussi, juste changer les perceptions. C'est une bonne idée justement d'en croiser deux, trois dans le quotidien? De ces Ben, techniques-là? ouais, en fait, moi, ma base, ça a toujours été de croiser toutes les familles en même temps le plus possible. Quand je voyais des clients personnellement, je croisais tous les systèmes. Tu dis qu'il y en a combien de ces familles-là? Ben, pour moi, il y a les perceptions, voir, entendre, sentir, mais comment ça filtre, et non pas juste parce que les gens pensent qu'ils voient la réalité, mais il manque tout le temps plein d'informations dans ce qu'ils voient, parce que tu mets deux personnes et ils raconteront pas la même chose dans le même contexte. Fait qu'on peut changer les perceptions. Et ce qu'on appelle le mental psychologique, là, les pensées, croyances, convictions, valeurs, opinions. Il y a émotionnel qui est peur, joie, amour, etc. Il y a énergétique qui est tout ce qui est Qigong, Tai Chi, chakra, etc. Il y a physique, qu'on peut faire des changements incroyables au niveau psychologique juste en travaillant le corps physique. Fait que la structure musculaire est importante, ce qu'on appellerait la posture quand la personne ne pense pas à sa posture, incluant la structure musculaire du visage. Si on change ça, des fois, ça peut changer. Oui, puis j'ai vu qu'en quelques secondes, j'étais allée à une de tes formations ou ateliers, payez ce que vous voulez, où est-ce qu'on a fait justement avec la main, puis j'étais avec mes filles à l'époque, là, les changements. Je suis arrivée à l'atelier, la hanche coincée, puis en 5 minutes, c'était décoincé, puis c'est pas revenu, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis si, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent j'aimerais ça être heureux, mais en même temps, ils souffrent physiquement. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile d'être heureux si on a tout le temps de douleur qui revient à toutes les 15 minutes. Fait que d'être capable d'avoir un impact là-dessus peut améliorer la qualité de vie autant que si je résous une peur. Puis ça, c'est souvent oublié en développement personnel. C'est comme si les gens travaillent beaucoup les pensées. Tu sais, fais des affirmations, change tes pensées. Puis moi, je me dis, ouais, mais reste tous les autres systèmes dans l'être humain. Puis si on n'y touche pas, ben c'est le fun de changer mes pensées. Mais mettons, les 5-6 autres systèmes, ils vont peut-être être affectés, mais peut-être pas. Puis pour moi, le système le plus important a tout le temps été le corps, au sens où quand je voyais un changement dans le corps de mon client, je savais que la plupart du temps, le changement était permanent. S'il y avait un changement dans ses pensées, puis je ne percevais aucun changement dans sa structure musculaire physique, habituellement, le changement était temporaire. Puis ce que je dis là, moi, je l'ai presque jamais entendu à part peut-être des gens qui font du Feldenkrais ou du Rolfing, là, mais le développement personnel général parle jamais du corps de cette façon-là, comme façon d'évaluer si le changement est durable ou temporaire. Pourtant, en tout cas, dans mes tests, c'est l'évaluation. C'est toujours interrelié. Ben, c'est primordial. Si le corps ne change pas, c'est très rare que le changement est permanent. Il faut que soit la respiration ait changé, puis qu'elle se maintienne à son nouveau rythme, sans que la personne y pense, ou que sa posture ou même les tensions dans le visage aient changé, sans que la personne sache, sans qu'elle fasse un effort pour maintenir son nouveau visage. Puis quand tu parles du corps, justement, c'est souvent un des exercices que tu proposes ou tu suggères fortement avant de commencer n'importe quelle pratique, puis en même temps avant de commencer n'importe quoi, en fait, c'est d'habiter son corps. Fait que veux-tu nous en parler un peu? Pourquoi, en fait? C'est quoi ça, habiter son corps? Oui, ben en fait, c'est que j'ai eu la chance et la malchance que pendant les 8 premières années que j'ai fait du développement personnel, j'avais beaucoup moins de résultats que les autres dans mes cours. Là. Les autres participants vivaient des changements miraculeux, puis pas moi. Puis, c'était frustrant, mais deux, ça m'a amené à me demander pourquoi que j'ai pas autant de résultats, pourquoi je change presque pas, pourquoi, etc. Puis je me suis rendu compte que c'est juste comme la plupart des gens, j'étais dans ma tête. Puis il y en a qui le sont de manière plus extrême que d'autres, fait que j'étais peut-être dans la catégorie plus extrême, le pourcentage. Puis à un moment donné, le fameux Suédois que je décris dans mon livre, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait quelque chose qui m'a fait pour la première fois, peut-être en 10 ans, 15 ans, habiter mon corps pleinement. Autrement dit, j'ai arrêté de penser puis je ressentais mon corps en entier d'un coup, sans essayer. Puis à ce moment-là, je me rappelle que je me suis senti beaucoup mieux que d'être dans ma tête. C'était quasiment miraculeux le bien-être à comparer de normal. Puis l'autre chose, je me suis rendu compte que là, quand j'étais comme ça, presque toutes les techniques fonctionnaient. Fait que EFT s'est mis à fonctionner facilement. La PNL s'est mis à fonctionner facilement pour moi. C'était la même PNL qu'avant, là. Je veux dire, c'est les mêmes techniques. Fait que les techniques, quand j'étais dans ma tête, fonctionnaient pas. Puis quand j'étais dans mon corps, ils fonctionnaient super comme ça, là.
Est-ce que habiter son corps, c'est synonyme de ralentir le rythme des pensées aussi? C'est quoi le lien que tu fais ici? Oui, ça peut faire ça, mais l'important, c'est plus de ressentir consciemment le corps. Puis je sais pas pourquoi théoriquement, mais quand on ressent bien notre corps, les techniques de développement personnel peuvent donner 5 fois plus de résultats. Comme si on ouvre le canal de réception d'informations nouvelles. Ouais, ou comme si là, le corps, il peut participer à l'expérience, puis on peut vivre le changement dans tout notre être au lieu de juste notre tête. Qui est finalement, tu sais, la tête est juste un petit pourcentage de tout mon corps, fait que si je vis toujours là, ben, voici ma capacité réelle d'influence dans ma vie ou d'impact. Là, j'ajoute tout le reste du corps, oups, je viens d'augmenter de 5 fois ma capacité d'impact, de changement ou de peu importe ce que je fais là. OK. Puis physiquement, ça se sent comment ça, habiter son corps? Quand tu as eu cette expérience-là? Ouais, ben, la première chose qui est évidente, c'est une diminution de stress assez importante. Autrement dit, les tensions, là, le sorte d'anxiété de base que j'appelais, que je remarquais même pas que j'avais avant de vivre ça. C'est comme juste évanoui, pas instantanément, mais quelques minutes. Puis ce relâchement-là fait que ma respiration était plus facile, était plus ample, j'avais un bien-être qui a augmenté rapidement, un regain d'énergie aussi, puis ressentir tout mon corps en même temps. D'un coup, autrement dit, c'était juste une chose, c'est pas que je ressentais juste ma main en me concentrant avec mon mental, ou juste mon pied en me concentrant avec mon mental, c'est que je ressentais tout mon corps d'un coup comme une unité ou un costume de manière unifiée. Puis ça, c'est différent de juste se concentrer mentalement, parce qu'on peut bouger notre doigt et ressentir qu'il bouge. Mais si je ressens pas le reste de mon corps en faisant ça, j'ai pas une perception unifiée de mon corps, j'ai juste une perception partielle ou coupée de mon corps. Mais mon corps, il est toujours tout là. Fait que c'est une première porte d'entrée justement pour ces transformations-là. Ben, les gens qui viennent me voir et qui disent qu'il n'y a jamais rien qui a fonctionné pour eux autres, c'est toujours la première chose que je fais, puis presque toujours après, ils ont des résultats avec les techniques. Fait que c'est pour ça que maintenant, je l'enseigne au début de mes cours pour que le plus de gens possible aient des résultats avec le reste de la formation ou le reste des techniques. Parce qu'ils sont dans leur tête, je sais ce que ça fait, je l'ai vécu pendant 15 ans ou je sais pas. Ça fait pas grand-chose. J'aimerais aussi que tu nous parles de l'essence. Parce qu'un coup qu'on connecte à notre corps, on veut aussi connecter à notre essence unique. C'est quoi en fait? À quoi ça sert? Oui, ben il y a deux versions. Il y a la version métaphysique qui dit que tout le monde est soit une âme ou un être ou une énergie, puis chaque être est unique, fait qu'on peut se connecter à cette énergie-là, puis être qui on est vraiment. Ça, c'est la version métaphysique. Puis il y a la version terre à terre aussi, qui pour moi les deux sont aussi valides. C'est en dehors des trucs métaphysiques ou spirituels, je suis unique même si j'essaye pas de l'être, parce qu'il n'y a aucun être humain, en tout cas que j'ai rencontré, qui était exactement comme moi en tout point de vue. Tu sais, les mêmes traits physiques, les mêmes. Il y a des gens qui peuvent me ressembler, mais personne n'est exactement pareil à moi en tout point de vue, incluant psychologique, incluant mon passé, puis dans quel ordre j'ai vécu mes expériences passées. À partir de là, ça a construit un Alexandre qui est unique. Aussitôt que je comprends ça c'est la version plus terre à terre, je le sais que je peux pas vivre comme tout le monde, parce qu'automatiquement, si j'essaie de faire comme tout le monde, en n'étant pas comme tout le monde, ma vie, elle me conviendra pas, parce que je suis unique. La seule façon de vivre une vie qui me rend heureux, c'est de la créer à partir de l'être unique que je suis. Ça veut dire oui quand je veux dire oui, ou quand j'ai envie de dire oui, puis dire non quand j'ai envie de dire non. Qui est souvent le contraire de ce que les gens vivent. Ils disent non quand ils aimeraient dire oui parce qu'ils sont gênés ou ils ont peur ou peu importe la raison. Ou ils disent oui parce qu'ils sont obligés. Ben ça, c'est le contraire de vivre à partir de la personne unique qu'on est. Fait que c'est comme si la société, la culture, tout ça, il y a Exactement. comme un moule carré, puis nous, on a chacun notre forme, puis on essaie de fitter dedans. Fait que ça graffine toujours. Là. Ouais, soit que ça écrase, soit que ça graffine, mais ça fait toujours un... Il y a toujours un malaise. Ouais, c'est ça, une sorte de malaise, une insatisfaction, une impression qu'il doit avoir plus que ça à vivre. Tu sais, dans la vie, il doit avoir plus que juste rentrer dans le carré. Puis notre culture est construite comme ça, presque toutes les cultures, peut-être à part les cultures indigènes qui n'ont pas accès à nos avancées incroyables. Parce que nous autres, on est plus évolués qu'eux autres. On est juste plus malheureux, mais on est plus évolués que les indigènes. Mais c'est ça, en dehors de ces tribus-là,
la plupart des sociétés modernes, c'est comme ça. L'histoire, c'est tu nais, tu as des parents, puis là tu vas à l'école, puis là tu cherches. T'es éduqué. T'es éduqué, tu cherches le programme où il y a le plus de chances d'avoir un emploi sécuritaire, payant si possible. Quand tu l'as, tu fais des enfants, puis là, avec ton emploi sécuritaire, tu leur donnes tout ce qu'ils ont besoin supposément, puis tu leur enseignes indirectement à rentrer dans le même moule, puis là, tout le monde répète ça à l'infini, puis on appelle ça la vie. OK. Et il y a autre chose. Ouais, ben c'est un peu, moi je trouve ça semi-triste ou décourageant d'écrire comme ça, mais c'est ça quand même qu'on voit qui se répète, là. Ou on peut reconnaître que chaque être humain est unique, qui ont chacun même des talents ou des qualités uniques. Même à un âge très très jeune, sans les avoir développés, c'est déjà là, on peut le remarquer si on est observateur. Puis on peut nourrir ça ou l'encourager, ou au moins juste le reconnaître. Puis d'empêcher ces gens-là d'exploiter leur côté unique. Puis déjà, ça ferait une grosse différence. Si on laisse les enfants être qui ils sont, au lieu d'essayer de les forcer d'entrer dans notre système. Parce qu'en tant que parent, souvent, on dit, bon, ben voici les règles. Puis si tu les enfreins, ben, il y a soit une punition, ou si tu suis les règles, il y a une récompense. Un ou l'autre, on conditionne que c'est comme ça qu'on vit. Mais c'est parce que l'enfant est un être unique. Est-ce qu'il devrait vraiment vivre selon notre boîte à nous autres, qui est nos règles? Là, je parle pas de ne pas apprendre à regarder avant de traverser la rue. Là. Je veux dire, il y a un gros bon sens de survie. Mais je parle en termes de c'est vraiment grave si l'enfant, je sais pas, il mange debout au lieu d'assis. Ça va-tu vraiment nuire à sa digestion ou pas? C'est des détails comme ça que des fois les parents tiennent mordicus ou les professeurs. Là, à un moment donné, on met tout le système, c'est tout le monde. L'idée c'est d'être comme des moutons, on vit toute la même chose, puis on fait grandir le capitalisme, c'est un petit peu ça le système. Mais si on encourage ce qui est unique chez les gens, ben c'est là qu'il y a des génies, c'est là qu'il y a des innovateurs, c'est là qu'il y a des inventeurs, c'est là qu'il y a des gens qui changent la vie sur Terre pour le mieux, si on leur permet d'être qui ils sont. Autrement, ils essaient de copier les autres, puis ils n'amènent pas leur contribution. Qu'il y a juste cette personne-là qui peut amener sa contribution. Puis aujourd'hui, une personne adulte, justement, qui n'aurait peut-être pas eu le support de parents pour l'aider à connecter à son essence unique. Comme moi, exemple. On fait quoi, là? On se réveille aujourd'hui, OK, moi, je fais quoi, là? Parce que souvent, je l'entends, ben oui, les gens sont tous uniques, mais les gens ont de la misère à se l'approprier, ça, à se reconnaître comme étant unique. Oui, parce qu'on fait juste l'entendre. Puis c'est juste ça reste encore. C'est que ça reste une connaissance intellectuelle. Tu sais, je peux lire des livres, je peux lire 17 livres qui me disent que je suis unique et pourquoi. Puis là, dans ma tête, je peux dire, ah oui, c'est vrai, je comprends. Me comprendre, c'est pas la même chose que vivre. Fait que l'idée, c'est qu'il faut, aussitôt qu'on découvre que quelque chose est possible ou qu'on est inspiré à explorer quelque chose, la première étape est faite. Ça veut dire l'étape des conférences ou des livres est passée. Le problème, c'est que les gens continuent à tourner dans la première étape en continuant à lire des livres et à faire des conférences, puis ça les maintient sur place. Là, ils font sur place. Donc, la prochaine étape, c'est toujours soit lire un livre qui contient des techniques puis les faire, ou si pour une raison X, ça ne nous tente pas, ou on est fatigué, ça serait trop d'efforts, ben on engage quelqu'un en individuel ou on va une formation dans laquelle on va vivre ces expériences-là ou ces techniques-là, puis après qu'on l'a ressenti notre essence une fois, ou 2, 3, 4, 5 fois, ben là, on est capable de le faire soi-même consciemment, c'est facile. Mais d'un chemin ou d'un autre, il faut se relever les manches, il faut se lever puis prendre cette décision-là, donc voir assez davantage pour oser le faire. Oui, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment connaître les avantages. Avec la foule ou moi, je reviens toujours, idéalement, on trouve quelqu'un qui peut nous aider à vivre l'expérience. Ça n'a pas besoin d'être cher, c'est juste que c'est une question de rapidité. Plus vite je vis l'expérience, plus vite je reconnais les bienfaits ou les avantages, plus vite j'ai envie de continuer. J'en veux encore. Ouais. C'est ça. Si je fais juste le lire, je fais ah oui, c'est le fun, mais c'est parce que l'auteur il est spécial, puis moi je suis pas spécial, fait que je peux pas le vivre. C'est comme une distanciation. Ouais, on se dit que nous, ça se peut pas. C'est ça. Mais quand on le vit, on le vit. Puis comme c'est vécu dans notre corps, on peut plus s'ostiner avec ce qu'on a vécu. Ce qu'on peut toujours faire quand on lit un livre ou quand on voit un conférencier, on peut dire oui, mais on sait bien, lui, tu sais, il est bon, ou il est charismatique, ou il est chanceux, ou il est spécial. T'sais. Ça, on peut toujours dire ça. Mais quand on l'a vécu, on ne peut plus dire ça, on vient de le vivre. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui manque en développement personnel. C'est au lieu de parler, puis donner plein de connaissances aux gens, puis les inspirer,
si on leur donne des expériences nouvelles, ils vont changer beaucoup plus vite que si on fait juste leur donner des connaissances puis les inspirer. Puis moi je trouve aussi que c'est qu'ils vont pouvoir s'y transmettre, puis après ça, ben là, c'est comme des fleurs dans un champ, là, ça va pousser, là, la planète se transforme. Là. Exactement. Ben, il y a l'effet de rayonnement que tu décris, mais il y a l'effet qu'après que je sais comment faire, je peux le refaire. Oui, pour soi. C'est ça. Oui. Parce que si je vais chercher, les gens appellent ça de l'inspiration, je vais appeler ça de la motivation. Externe, ça veut dire que ça vient de quelqu'un d'autre. Je suis toujours obligé d'y retourner pour en avoir d'autres parce que ça vient pas de moi, c'est externe. Ça vient d'un livre, ça vient d'une personne, ça vient d'un conférencier ou d'un. Ben, ça veut dire que je suis toujours obligé de prendre du temps, de l'énergie puis de l'argent pour recevoir ma dose régulière de motivation ou d'inspiration. Mais si je ressens mon essence dans moi puis elle me fournit la motivation et l'inspiration, ben là je suis libre et autonome. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus jamais de formation, mais je l'ai choisi en fonction de ce qui est vraiment important là dans ma vie, au lieu d'une dépendance de j'ai besoin de ma dose, parce que là je remarque que je suis plus pessimiste ou je passe moins à l'action, fait que je vais aller suivre une conférence ou lire un livre ou écouter un CD, puis là, bang, je vais être plus proactif. Oui, mais là, je dépends encore du CD ou peu importe. Oui, je comprends. Fait que c'est un système qui rend dépendant versus un système qui crée des gens autonomes. C'est une bonne façon d'avoir un revenu régulier, mais en même temps, il ne manque pas de clients. Fait que pour moi, je vois pas la nécessité du système de la dépendance en développement personnel. On peut rendre les gens autonomes, puis ils vont être tellement contents, ils vont dire à d'autres qu'ils vont venir. Puis il y a tout le temps des gens qui veulent se sentir bien puis être autonomes. Fait qu'on n'a pas besoin d'entretenir à travers une dépendance externe. Autrement dit, c'est moi qui te fournis l'inspiration. Là, la personne, elle dépend de moi, puis elle revient, mais en même temps, il y a tellement de gens qui ont besoin de se sentir bien ou qui veulent ou qui cherchent qu'on ne manquera jamais de clients personne. Oui, puis j'aimerais ça reconnaître une de tes caractéristiques, une de tes qualités, en tout cas. Je ne sais pas si toi tu l'accueilles comme ça, mais la générosité, parce qu'il y a tellement d'outils que tu mets sur le web, les vidéos, sur ton site, sur Facebook, les infolettes. C'est qu'on peut aller trouver plein de techniques, les expérimenter, voir comment ça fonctionne en voyant les vidéos aussi. Puis tu fais aussi des ateliers fort abordables. Fait que ça, tu sais, au fond, les gens qui manquent de sous, qui n'ont pas de disponibilité financière, ben c'est plus une défaite, là. Ben, pas avec le pays ce que vous voulez, en tout cas, ça c'est clair. Voilà. C'est clair. Ben, ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que moi, je travaille dans ce domaine-là parce que je veux vraiment changer des vies. Puis la plupart des professionnels disent ça, mais moi, j'écoute pas ce que les gens disent, je regarde leurs actions. Puis il y a des gens qui passent la majorité de leur temps, ils disent, moi, je fais ce travail-là pour aider les gens, mais la majorité de leur temps, ils passent à étudier le marketing pour augmenter leurs revenus. Fait que ça, c'est leurs actions, peu importe ce que leurs bouches disent. Ils étudient du marketing, ils ne développent pas des nouvelles techniques, ils ne simplifient pas les techniques déjà existantes. Ils investissent leur temps pour trouver comment faire plus d'argent en travaillant moins. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, on peut observer les gens, puis juste après leurs actions, on peut voir c'est quoi leur motivation réelle. Puis l'idée, c'est pas de ne pas faire d'argent, mais c'est quoi la motivation la plus grande. Puis après, il y a les autres autour. Oui, j'ai une famille à faire vivre de 4, etc. Bon, c'est correct. Mais l'idée, c'est quoi ma motivation première pour travailler dans le développement personnel? Puis c'est une bonne question à se poser. Si c'est faire de l'argent, ben étudier le marketing. Si c'est changer des vies, ben développer vos compétences de changeur de vie. Parce que ça se fait pas tout seul. Il faut comme apprendre comment faire pour changer des vies si on veut en changer. Fait que ça, c'est la première réponse, c'est que moi, je veux vraiment changer des vies, puis donner des cours à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 $ pour 3, 4, 5 jours. Ben, ça empêche plein de gens de le faire. En partant juste à cause du prix. Fait que si le but est d'aider plein de gens, ben de charger. Le but de charger des gros prix, c'est que, là je vais aller du point de vue marketing, c'est que les marketeurs, en chargeant des gros prix, exemple 2000 pour 3 jours, ben ils ont juste, s'ils ont 100 inscriptions, ça fait 200 000. Puis sans inscription, c'est pas si dur à aller chercher. Si on a un gros bassin, un gros réseau. En chargeant 200 $ pour un cours de 2 jours, ben, il faudrait qu'il y ait 1000 inscriptions pour faire le même revenu. Puis la salle coûterait plus cher, les notes de cours coûteraient plus cher parce qu'il y en aurait 5 fois plus à faire imprimer. Puis ça prendrait beaucoup plus de temps en termes de travail. Puis le marketeur, son but, c'est de faire le plus d'argent possible en travaillant le moins possible. Fait que ça ne sera pas son choix. Mais si le but, c'est de changer le plus de vie possible, ben là, d'avoir plus de dépenses puis de faire plus d'heures pour arriver au même revenu, c'est pas important. Parce que ta contribution, c'est ça qui t'a motivé en premier. Ben c'est ça, c'est quoi la motivation réelle des gens, puis ça c'est tout le temps bon à vérifier avant
de faire un processus avec quelqu'un parce que la personne qui investit tout son temps à devenir meilleur marketeur, elle peut-tu vraiment me montrer comment changer ma vie vu que tout son temps est investi sur le marketing et non sur comment changer des vies? Ça, c'est une question que la plupart des gens ne se posent pas quand ils magasinent. Ben, moi, c'est une question importante. J'ai perdu beaucoup d'argent au début parce que je faisais juste acheter les meilleurs vendeurs. Puis à un moment donné, je me suis mis à chercher, bon, qui est vraiment capable de m'aider à changer ma vie. Puis là, quand j'investissais mon argent, j'avais l'impression que j'avais eu un retour. Puis c'est ça, puis au fond, tu invites, quand tu as des gens qui viennent te consulter, je ne sais pas si tu as affaire par en privé, mais quand tu fais dans les pratiques, dans les groupes, dans les formations, les ateliers, tu mesures comment on se sent avant, comment on se sent après. Fait qu'on a une mesure du changement réel. Puis on peut, tu nous écris souvent aussi pour voir est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il y a eu des progrès, est-ce que c'est durable, ça a-tu collé, tu sais? Oui. Ben ça, pour moi, ça revient à de la recherche de si je faisais aucun suivi, je pourrais absolument pas savoir quelle technique est la plus efficace, puis surtout quelle qui produit des résultats durables. Puis la plupart des professionnels dans le domaine, ils disent qu'ils sont des professionnels, ils font pas cette mesure-là, puis je me dis, ben comment tu peux vendre ta technique comme étant une technique efficace qui donne des résultats durables si tu n'as jamais vérifié si elle donne des résultats durables, puis pour quel pourcentage de gens. Pour moi, c'est juste impensable. Je sais qu'il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça dans le domaine, mais je me dis, ben comment tu peux affirmer que tu as la technique du siècle et que tu n'as jamais pris le temps de vérifier si ça marchait sur une personne sur 100 ou 50 sur 100. C'est juste, ben, c'est de la vente. Quand on dit que c'est la technique du siècle, c'est pour faire vendre. Je comprends pourquoi qu'ils le disent, mais pour moi, je suis pas capable de saisir comment faire. Ouais, ça compute pas, comme on dirait en anglais. Là. Ouais. Mais c'est ça, fait que ça, c'est la première raison. Puis l'autre, c'est j'ai beaucoup de matériel. Comme je disais, je peux enseigner entre 75 et 100 journées de formation de suite sans manquer de matériel. La plupart des gens en ont beaucoup moins, fait qu'ils ne peuvent pas donner généreusement leur matériel sur Internet. Ben oui, parce que si la personne elle a 15 techniques, ça c'est tout ce qu'elle a. Là. Elle peut enseigner 15 techniques, après c'est fini, on a fait le tour. Après qu'elle en a donné 2, il faut qu'elle s'en garde pour les formations. Moi, je peux en donner 15, il m'en reste peut-être 135. Fait que tu veux dire qu'on va se suivre longtemps? Ben, c'est toi qui décides. Mais comme que je sais que ça amène des changements dans ma vie. Oui, mais non, mais c'est juste pour comprendre, il y a le côté de est-ce que la personne c'est plus un aidant naturel ou un marketeur dans son profil psychologique. Mais l'autre, c'est elle a combien de techniques à offrir. Fait que si elle en a 3, la personne qui en a juste 3, elle n'en va en donner aucune gratuitement, elle va juste donner des connaissances intellectuelles parce que les 3 techniques, c'est son cours ou son atelier ou ce qu'avant, son produit. Ah oui, je comprends, le thinking est différent. Fait que, tu sais, juste. Puis la peur est si j'en donne 1 ou 2 ou 3, ben après j'ai plus rien parce que ces gens-là. Rien d'exclusif. Ben ouais, rien à donner de nouveau, pourquoi les gens paieraient. Puis derrière tout ça, puis là je vais appeler ça la grande contradiction dans le domaine du développement personnel, c'est que les gens ils disent on a un potentiel limité, puis on a une créativité incroyable qu'on peut toujours créer, mais les gens ils ont peur de donner leurs 3 techniques parce qu'ils n'en auront plus. Puis moi, je me dis, ben avec ton potentiel limité et ta créativité, tu en crées des nouvelles. Ou tu en apprends d'autres ailleurs, que tu deviens certifié, puis là, tu l'enseignes à ton tour. Mais ça ne traverse pas l'esprit de ces gens-là. Mais ils affirment qu'on était limité. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de contradictions dans le domaine. Que pour moi, il y a beaucoup, je vais appeler ça un speech, ou en tout cas une communication qui dit plein de choses. Mais les professionnels vivent souvent le contraire de ce qu'ils disent. Puis ça aussi, c'est une autre dissonance incroyable pour moi. Là, parce qu'en faisant de la recherche, ben, j'ai été dans plein de cours qui n'étaient pas les miens. Je me suis promené, j'ai lu les livres. Puis j'ai eu la chance, parce que des fois, je partageais la scène avec d'autres ou peu importe, d'aller manger avec eux autres ou d'aller dans un bar avec eux autres. Puis le personnage sur scène n'était pas comme la personne au bar. Puis ça ça m'a quasiment créé un choc la première fois. Après ça, j'étais habitué, mais la première fois, ça m'a littéralement fait un choc, là, la personne qui avait l'air de la grande personne spirituelle, puis rendue au bar, c'était comme... Puis toi, tu te considères comment, justement? Je te rencontre dans la rue ou si je vois la formation, moi j'ai la réponse pour moi, mais toi, tu te considères comment? Ben, ce que les gens me disent, ceux qui me connaissent ou qui me connaissent pas, ils me disent que je suis la même personne sur scène ou en personne. La seule différence, c'est que je suis habillé différemment parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que si je gardais mes chandails à manches courtes de Superman, il y avait moins de gens qui étaient réceptifs à mon enseignement. Puis vu que je veux changer le plus de vie possible, ben je me suis mis à mettre des chemises pour qu'ils soient plus réceptifs.
C'est la seule différence. Puis sinon, ben, quand on est sur une scène, des fois on parle un peu plus fort ou nos gestes sont plus grands parce que les gens en arrière, ils nous voient moins bien. Fait qu'on va appeler ça grandir notre expression. Mais c'est encore les mêmes, sauf un petit peu plus grand. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire dans des formations. Mais sauf que la façon de parler, ben en fait, je soigne pas mon langage mieux, comme tu as été témoin trop de fois. Je fais des jokes vraiment que personne n'oserait faire. Puis c'est ça, ça revient à ce qui est écrit dans mon livre. Moi, je suis comme ça. Je vais pas devenir quelqu'un d'autre pour essayer d'être plus populaire ou de faire plus d'argent parce que je vais me mettre à plus aimer mon travail. Si je suis obligé de jouer un rôle. Puis il y en a qui sont à l'aise avec ça pour faire de l'argent, sont prêts à jouer un rôle. Moi, je vois pas l'intérêt parce que la personne qui en joue un rôle, il y en a qui l'aiment puis il y en a qui l'aiment pas. Puis la personne quand est elle-même, il y en a qui l'aiment puis il y en a qui l'aiment pas. Puis c'est à peu près le même pourcentage. Fait que c'est pas vrai qu'on peut faire plus d'argent en ayant une façon d'être X. Mais c'est une croyance répandue. Fait que c'est pour ça que des fois on voit la dissonance entre la personne, elle projette qu'elle est comme ça, puis quand un peu comme à la télévision, là, tu sais, moi j'ai eu... Tu la rencontres en personne, tu la reconnais pas. Oui, c'est ça. Ben, en dehors du maquillage qui est plus là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la personnalité, puis moi, c'est ça. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs personnes connues. Puis il y en a que c'est vraiment quasiment un personnage à la télévision, puis en vrai, c'est la vraie personne. Puis il y en a d'autres que c'est la même personne. Puis toi, dans ton évolution, as-tu joué beaucoup de rôles dans ta vie avant justement d'arriver à être complètement libre d'être qui tu es vraiment? Oui, j'ai été le fils que mes parents voulaient que je sois. J'ai été le chum que les personnes voulaient que je sois. J'ai été... à un moment donné, temporairement, j'ai été le professionnel sur scène que je pensais que je devais être. Mais c'est moi qui pensais ça. Il n'y a pas personne qui m'a dit que j'étais obligé. Puis j'ai fait des tests, puis je me suis rendu compte que quand j'étais moi-même, j'étais pas mort. Première étape franchie. Puis deuxième étape, ben, j'avais pas plus de gens qui m'aimaient ou qui m'aimaient pas, un ou l'autre. C'est juste que les gens qui m'aimaient ou qui m'aimaient pas changeaient. Fait que ceux qui aimaient le faux Alexandre, ben, ils s'en allaient. Puis ceux qui aimaient le vrai Alexandre, ils y arrivaient. Mais il y avait autant de gens dans la salle, par exemple. Fait que c'est un petit peu... Fait que c'est pour ça, c'est super important la notion de l'essence, qu'on le prenne du côté métaphysique ou terre à terre. Si je suis vraiment moi, sur scène, quand j'écris un livre, quand j'écris sur Facebook, des fois j'utilise ma façon d'écrire, j'écris des affaires que personne n'oserait écrire dans le domaine. Puis là, des fois, j'écris texte controversé juste pour avertir les gens que je vais dire des affaires, comment ça marche le développement personnel, qui ne savent pas, puis que personne ne dirait. Ben, je l'écris, parce que moi, je le sais, je parle aux gens en arrière-scène, je parle aux gens avant l'événement, après l'événement, je vois ceux qui sont anxieux, même s'ils disent qu'ils ont des techniques géniales pour gérer le stress. Je vois ceux qui sont épuisés ou vidés après, même s'ils disent qu'ils ont une super santé. J'ai tout vu ça. Même les Américains, là j'en nommerai pas, là, mais une fois j'ai croisé un des auteurs américains les plus connus, riches, incroyables, Monsieur Succès, dans un ascenseur à une formation à laquelle je participais. Puis quand je l'ai croisé à l'ascenseur, ma première impression, ça a été aïe, il est donc bien pas bien, en dedans de lui. Mais le lendemain, il projetait complètement d'autre chose, pendant qu'il était devant nous autres. Fait que je sais pas s'il y en a qui sont finalement un bon acteur, mais tu sais, moi, ça m'a frappé cette fois-là parce que cette personne-là, tu te dis, mettons, elle vaut 50 millions. C'est ça, sa valeur nette. Une femme qui l'aime, trop de succès, passe à la télévision, etc. Puis ça, c'est son état, la veille d'une formation. Moi, ça m'a montré aussi qu'il ne faut pas nécessairement tout croire sur parole puis aller vérifier. Mais il y a beaucoup de ça dans le développement personnel. Puis moi, une de mes missions que je me suis donnée, c'est de faire la pensée magique. Tu as juste à t'asseoir, visualiser, puis tout apparaît. Là. Puis deux, emmener une sorte de révolution dans l'industrie, parce que là, plus ça va, plus la mentalité de marketing américaine est en train de... elle se répand en anglais, mais elle se répand aussi en français. Puis là, les gens, c'est qu'en anglais, ils appellent ça du hype. Ils vendent la lune, mais sont juste capables de livrer un petit carré de sable. Puis là, c'est rendu ça beaucoup. Puis c'est parce que je trouve que ça sert ni les clients, ni la personne à long terme, parce qu'à un moment donné, elle a un peu de clients, c'est ça qu'elle fait. Puis surtout pas le développement personnel. Puis moi, une raison que c'est un peu ma mission, c'est qu'il y a tout le temps des gens qui m'écrivent des courriels où ils viennent à la formation, ils viennent me voir, puis ils me disent littéralement avec
le plus grand sérieux du monde. Bon, Alexandre, t'es mon dernier espoir, là, j'ai été trop brûlé par le développement personnel. Tu sais, à avoir des promesses qui n'ont pas été remplies. Puis là, moi j'arrive, puis c'est sûr, j'ai un système différent. Les gens viennent, puis je dis, ben, tu l'essayes. J'ai pas un taux de réussite de 100%, voici mes taux de réussite. Puis si ça marche pas, ben, c'est une garantie à vie, puis tu vas être remboursé. Puis moi, c'est comme ça que je fais le contraire des marketeurs. C'est, tu fais ça pour les gens ou tu fais ça pour... parce que s'il n'y a pas de garantie, ben, ils t'ont donné le 1000, 2000, 3000. Là. Moi, c'est moins que ça, mes prix, mais je veux dire, c'est rendu ça dans le marché. Puis si ça marche pas, ben, je suis 2000 plus riche, la personne s'en va chez eux. T'sais. Ça, c'est ce qui est standard dans l'industrie. Et t'amènes au fond par ton message aussi, les professionnels, les thérapeutes, les éclaireurs, nomme-les n'importe qui veut aider les gens. À se conscientiser et faire, OK, c'est quoi mes valeurs, puis vers où? Parce que moi, personnellement, c'est ça que ça a fait. OK, moi, je vais me positionner comment là-dedans? Ouais. Et celui qui va consulter ces gens-là, ben à faire, OK, il va-tu m'amener des résultats durables, concrets, mesurables, tu sais? Ce que je ne m'étais pas posé comme tu l'amènes, là. Je ne m'étais pas posé ces questions-là quand je l'ai consulter un professionnel. Oui, ben les clients devraient se demander, cette personne-là, est-ce qu'elle est compétente? Peux-tu m'amener des résultats? Puis la façon la plus facile que j'ai trouvé de vérifier en dehors de parler directement à la personne, c'est si on va sur son site internet, parce qu'après ça, que tout le monde en a, s'il y a-t-il des témoignages, puis il y en a combien? Parce que si on regarde souvent sur la page d'accueil, ça dit j'ai aidé des centaines de personnes à changer leur vie ou j'ai aidé des milliers. Ça, c'est francophone. Aux États-Unis, ils disent des millions. Ils sont où? C'est quoi leur nom? Ben, c'est ça. Pourquoi qu'il y a juste 5 témoignages si tu en as aidé des centaines ou des milliers? Tu sais, entre le pitch de vente qu'on dit, le message de vente, puis les preuves, il y a comme un écart tellement gigantesque, mais il y en a qui en ont pas mal de témoignages, il n'y en a pas beaucoup de résultats, je veux dire. Il y en a qui disent, wow, j'ai passé une belle journée ou une belle soirée. Ça, on appelle ça un high. Un high, c'est pas permanent, pour la plupart des gens, mais il y en a-tu qui racontent des changements, j'ai arrêté de fumer, j'ai perdu du poids, j'ai changé mes croyances, puis là, je me sens bien, puis avec ma conjointe, ça va bien, etc. Y a-tu ça sur le site à quelque part? Puis il y en a combien parce qu'ils disent qu'ils ils ont aidé des centaines ou des milliers, ben il y en a combien? Puis pourquoi il y en a si peu? Fait que cette réflexion-là nous évite des grosses pertes d'argent, d'énergie et de temps. C'est ça, de prendre le temps de vérifier. Puis c'est parce que nous autres, c'est mon temps et c'est mon argent aussi. Fait que c'est moi de choisir si je l'investis intelligemment ou je prends n'importe quelle chose à la mode. Cette personne-là est maintenant populaire, je vais. Ouais, ben populaire, ça veut dire que la publicité est bonne. À la base, populaire, c'est la publicité bonne. C'est le même phénomène Star Academy, tout ça. Ben, souvent, quand ils sortent un album, après, ils en vendent 80 000 en 2 semaines, mais c'est pas eux autres qui ont composé les chansons, ils se sont fait diriger littéralement, chante-la comme ça, comme ça, comme ça. Fait que c'est-tu l'artiste qui a créé tout ça ou c'est l'équipe? Fait que, à un moment donné, c'est un peu le même principe. Si la personne est super bonne pour se vendre, elle peut avoir des millions d'abonnés puis plein d'affaires, mais son marketing est bon. Mais est-ce qu'elle change les vies? T'sais? Puis le développement personnel, quand on va vers le développement personnel, c'est parce qu'on veut changer quelque chose ou améliorer quelque chose ou arrêter de souffrir. Il y a quelque chose qui fait pas. C'est les 3 possibilités. Ou on va bien et on va aller encore mieux parce qu'on croit que ça se peut, ou on va mal puis on va aller mieux. Bon, ben est-ce que cette personne-là est capable de faire ça? Parce que moi, c'est juste la discussion, ça revient à quand tu disais le questionnement en tant que professionnel, c'est pourquoi je fais ça. Je travaille dans le domaine du développement personnel, puis les gens qui cherchent ça, ils veulent changer leur vie ou un aspect de leur vie. Je suis capable de le donner. Puis si je suis pas capable, ou en tout cas, une personne sur 100, ben pourquoi je fais ce métier-là, puis pourquoi je n'investis pas du temps et de l'énergie à développer mes compétences? Pour moi, c'est un non-sens, mais c'est ça qui est la norme, là, mais fait que je me demande tout le temps, parce que si le but c'est de faire de l'argent, on peut vendre des Mercedes, on peut vendre plein d'affaires à vendre. Là. Faire de l'argent, c'est comme pas un gros problème. Il y a les marketing de réseau, il y a plein de façons. Là. Fait que pourquoi qu'une personne choisit le développement personnel si sa priorité ultime c'est de faire de l'argent, quand il y a des gens désespérés qui vont aller vers elle? C'est un petit peu. Puis le système, c'est ça. Puis ton approche, puis ta personnalité, ta présence aussi vient justement tout secouer ça. Ouais, ben surtout que je le dis tout le temps ouvertement, fait qu'à un moment donné, dans une vidéo sur mes textes, puis les gens disent ouais, hein. Puis même, une fois, j'ai une coach qui m'a écrit, mais tu sais, j'aimais ça parce qu'elle a été super honnête puis ouverte. Elle m'a dit, j'ai lu ton livre gratuit, là, ton e-book qui explique les secrets du développement personnel puis comment magasiner. Puis elle a dit,
j'ai lu les critères pour D'un déterminer. bon professionnel. Ouais, d'un bon coach ou un coach ouais. compétent, puis elle dit j'en avais aucun. Fait que là, elle dit, ça m'a brassé. Puis là, elle a décidé de venir faire une formation avec moi pour devenir plus compétente. Mais tu sais, elle est venue me dire ça en formation, j'ai dit ben c'est cool, tu sais, il y en a qui lisent ça puis sont juste offusqués là. Ou qu'ils l'ont pas encore lu. Ouais, ok, non, ouais, mais ça c'est correct, là, tu sais, ça c'est, on le sait pas, mais quand on le sait, tu sais, il y en a qui font juste être offusqués puis ils continuent. Ouais. Elle a dit, ben, c'est vrai, hein, j'ai jamais fait de suivi avec mes clients, je sais même pas si j'ai eu un impact dans leur vie. Tu sais, puis elle coach, là, mettons, elle était coach depuis je sais pas combien d'années. Ben, moi je trouve, quand t'es coach, c'est une question intéressante à savoir, j'ai-tu vraiment un impact, tu sais? C'est parce que c'est supposé être ça ma job, mon rôle, là, c'est d'avoir un impact, je suis coach. Tu sais. Puis c'est des questions. Moi, je trouve des questions hyper de base que je prends pour acquis, qu'on dirait que les gens se posent pas, puis ils travaillent dans ce domaine-là. Je me dis, ben, c'est supposé être ça notre rôle, d'avoir un impact. Fait que tu te demandes-tu si t'en as un, est-ce que tu évalues si t'en as un? Tu sais, puis c'est pour ça, moi, après chaque exercice d'une formation, je fais lever la main, puis je dis, bon, qui a vécu tel changement, puis le changement que je nomme, c'est celui que l'exercice est supposé donner. Fait que c'est une évaluation directe. Mais s'il n'y a pas beaucoup de mains qui lèvent, je prends l'exercice puis je le retire. Je l'enseignerai plus. Puis si presque toutes les mains lèvent, je les garde. Mais ça, c'est pas compliqué. Là. Ça prend 30 secondes après chaque exercice de mon temps puis du temps du groupe pour éliminer les exercices ou les techniques les moins efficaces puis savoir lesquelles qui sont les plus efficaces. C'est pas comme si ça prenait un effort gigantesque. Là. Non, c'est une méthode. Au fond, c'est dans ton procédure habituelle maintenant. Oui, ben moi j'appelle ça de la rigueur. Si tu fais de la recherche, tu évalues les résultats de la recherche parce que sinon c'est pas vraiment de la recherche. Tu sais, les scientifiques ils mesurent quand ils font une étude. Là. Si une personne aujourd'hui justement qui veut soit améliorer sa vie parce que ça va pas bien ou ça va déjà bien mais veut que ça aille encore mieux, qu'est-ce que tu lui suggères? On peut-tu te trouver sur le web? On le disait déjà. C'est quoi ton site? C'est alexandrenadeau.com. Puis il y a déjà plein de techniques gratuites sur YouTube qu'on peut apprendre sans frais. Il y a toujours les ateliers payés ce que vous voulez qui sont hyper populaires parce que les gens paient ce qu'ils veulent, c'est assez évident, mais parce que c'est pas un événement marketing avec du marketing agressif. C'est plus un atelier avec des vraies notes de cours, avec des vrais exercices. Puis il y a plein de gens qui font juste cet atelier-là avec moi chaque année, puis ils en font aucun autre. Dans le sens que ils font cela parce que c'est un pays ce que vous voulez, puis j'ai pas de revenus autres à partir de ce moment-là. Puis ils se donnent à Montréal, Laval, Québec. Tu vas être en Europe bientôt? Je sens que si c'est pas déjà fait, ça s'en vient. Oui, ben c'est juste, j'attends que les enfants grandissent encore un petit peu. C'est vraiment ça le critère là, de OK, quand on peut voyager, puis tout le monde ça fonctionne bien, ben là je pourrais aller en Europe donner des formations parce que je veux les emmener. Ben déjà, en fait, ils sont touchés par tes formations que tu as fait sur le web là, présentement. Oui, exactement. La relation à l'argent. Oui, ben ce que j'ai commencé, c'est que j'avais beaucoup de demandes en région puis en Europe. Puis je pouvais juste même pas répondre, même au Québec, je pouvais pas répondre parce qu'il aurait fallu que j'aille tout le temps en auto ou en avion à quelque part. Puis j'aurais pas vraiment été là pour ma famille. Fait que j'ai commencé à faire diffuser mes formations sur le web. Ça a été quand même plus populaire que je m'attendais. Il y a eu plus d'inscriptions que je pensais. Fait que les gens qui voulaient apprendre de moi, ben là, ils peuvent sans se déplacer, sans que je me déplace. Fait que tout le monde s'évite beaucoup de frais. Fait qu'une personne, au fond, qui voudrait apporter des changements dans sa vie, tu aurais quoi à lui dire? Ça serait quoi ton message? Ben moi, ça revient, ça n'a pas besoin d'être à travers moi ou alexandrenadeau.com ou peu importe, mais c'est vraiment de se concentrer à apprendre des techniques précises puis de les faire. Puis si après 3, 4, 5 essais, ça fait rien de changer tout de suite de technique au lieu de s'investir. Même la méditation, il y en a qui méditent 1 heure par jour pendant 1 an. Je leur dis, puis qu'est-ce que ça fait? Puis ils disent, ben, je suis un peu plus en paix. Ben, c'est beaucoup, 365 heures juste pour être un peu plus en paix. Moi, je trouve que c'est beaucoup de temps d'investir. Fait il existe-tu d'autres choses qui donnent de la paix en moins long? Fait que c'est vraiment d'essayer des choses, puis c'est pour ça que j'ai mis des vidéos sur YouTube de techniques. C'est les gens ils me voient faire la démonstration avec un autre humain, de l'assistance que j'ai peut-être jamais rencontré ou juste une fois. On n'est pas préparé aucun, parce que les gens ne savent pas ce que je vais faire, ils savent juste qu'ils sont sur la scène. Puis là, on peut voir comment la technique se fait, parce que lire une description sur Internet ou dans un livre, c'est pas comme la voir. Quand ça ajoute, tu la vois, tu la vis, tu peux la vivre en même temps. Exactement. On suit les étapes, on n'a pas besoin de s'en rappeler, on fait juste suivre comme si on était la personne dans la vidéo, puis on peut vivre des changements sans prendre une concentration, une volonté importante. Fait que pour moi, c'est vraiment... il y a le EFT qui est enseigné gratuitement sur YouTube. Il y a plein de techniques. Fait que commencez par explorer ça.
Puis si on rencontre dans ce qu'on explore une personne qui résonne avec nous, ce qu'elle fait, les résultats qu'elle produit ou elle donne ce qu'on cherche, ben on vérifie si elle a vraiment des résultats, si elle a des témoignages de résultats, etc. On peut contacter par courriel aussi. L'autre affaire, elle donne-tu une garantie? Ça, c'est juste pour se protéger, parce que moi, je pense que je suis rendu à 90 000 d'investissement en formation, tout ça. C'est beaucoup, là. C'est comme 3 autos neuves, ou je sais pas combien, en tout cas, ou une grosse partie d'hypothèque. Mon but, c'est que les gens ils passent rendre là. T'sais, mon but, c'est que les gens ils ont investi quelques milliers de dollars, puis ils ont presque autant de bienfaits que moi. Là. Ça serait un peu ça mon Faire idée. des choix plus éclairés. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que moi, il y a le premier 35 000 qui était vraiment ridiculement investi. Oh oui, quelqu'un m'en parle, je le fais. Quelqu'un est enthousiaste, même s'ils n'ont pas de résultats, ils sont enthousiastes, je le fais. L'enthousiasme me vendait finalement. Fait que l'idée, c'est la garantie. Puis, tu sais, pas juste s'il y en a une, mais est-ce qu'elle dure au moins aussi longtemps que le programme? Parce que ça, c'est un autre truc psychologique. C'est les gens disent il n'y a aucun risque, il y a une garantie de 30 jours. Et si tu n'es pas satisfait, ben, si tu demandes avant 30 jours, tu es remboursé, mais le programme dure 3 mois ou 2 mois ou 6 mois. Ben, moi, je sais comment les humains pensent, puis je sais pourquoi les marketeurs ils mettent 30 jours sa garantie, parce que l'humain va arriver proche de 30 jours, puis dit j'ai pas été impressionnant encore, mais il reste plein de matériel que j'ai pas vu, puis c'est peut-être là que je vais apprendre ce que je veux. Fait qu'ils ne demandent pas de remboursement. Ouais, fait que là, ils ne demandent pas de remboursement. Mais là, après qu'ils ont fait le 3 mois, ils disent finalement, c'était ordinaire. Mais là, je peux pas demander de remboursement parce que le 30 jours est passé depuis 2 mois. Fait que ça, c'est un truc psychologique pour rassurer les gens pour faire plus de ventes, mais sans vraiment se mouiller ou perdre d'argent. C'est de la psychologie de vente que j'appelle. Mais si la garantie elle dure au moins un peu plus longtemps que la formation, ben là, la personne elle peut la vivre au complet et dire ça a donné ce qu'il avait promis ou pas. Ce qui a été vendu, c'est ce qui a été donné. Pas plus, pas moins ou plus. C'est mieux si c'est plus. Puis c'est tout. Mais là, les marketeurs sont plus ou moins à l'aise de faire ça parce que si leur contenu n'est pas super bon, ben ils savent qu'ils vont perdre de l'argent. Puis la priorité, c'est de faire de l'argent. C'est ça, dépendamment. Fait qu'on comprend le principe. Mais l'idée, c'est si je parle du point de vue du client, ben est-ce que la personne, elle donne ce que moi je cherche? Est-ce qu'elle a des résultats? Autrement dit, elle a-tu beaucoup de témoignages? Puis est-ce qu'elle a une garantie plus longue que la formation? S'il y a ces 3 choses-là, ben, je peux le faire parce qu'au pire, ça n'a pas marché et ça ne m'a rien coûté. Ça, c'est une façon, en tant que client, de bien magasiner pour ne pas se retrouver avec 90 000 Oui, excellent. Merci pour ce conseil judicieux. Alors, je te remercie grandement pour cette rencontre. Je suis très heureuse de pouvoir diffuser l'information, qu'il y ait encore plus de gens qui te connaissent puis qui découvrent toutes les approches que tu proposes puis tous les ateliers, les formations. Merci beaucoup. Merci. Super le fun. Plaisir.